Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du budget de la Sécurité sociale 2018. Plus précisément, je vous propose de revenir aujourd'hui aux débats qui ont eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui autour de la suppression du RSI, le régime social des indépendants. Alors, les sénateurs, après les députés et à la demande du gouvernement, ont adopté la suppression progressive du RSI. Il faut dire qu'il s'agissait là d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, une promesse d'ailleurs pour de nombreux autres candidats à l'élection présidentielle, tant ce RSI est jugé coupable de très nombreux dysfonctionnements depuis sa création en 2006. Néanmoins, cette suppression s'accompagne d'inquiétudes, notamment pour le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale au Sénat, Jean-Marie Vanlerenberghe, qui a proposé de nombreuses mesures pour encadrer cette suppression qui sera progressive. Elle s'étalera sur 2 ans et par ailleurs, à la demande des sénateurs, il va y avoir un renforcement du pilotage politique, de l'accompagnement de cette réforme. Il y aura également un accueil spécifique au sein du régime général pour que soient connues, soient comprises les nombreuses spécificités des travailleurs indépendants en France. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Nous passons à la discussion de l'article 11. Il y a des interventions sur article, des paroles. Monsieur Dominique Vatrin, pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un article important, l'intégration du RSI au régime général, ou plutôt son adossement, mesure annoncée depuis plusieurs mois, ne pose pas de problème en soi. Personne, surtout pas les indépendants, ne regrettera les dysfonctionnements des dispositifs passés, même si quelques corrections avaient permis effectivement de diminuer le nombre de réclamations. Reste à savoir si le nouveau schéma proposé permettra d'apaiser les inquiétudes toujours vivaces et des indépendants et des salariés. En défendant un amendement à l'article 4, j'ai pu dire combien notre groupe sera vigilant sur les conditions de mise en œuvre de cette transformation et sur sa philosophie. En aucun cas, le changement opéré ne doit porter préjudice au régime général de la sécurité sociale, ni faire supporter des charges indues aux travailleurs salariés. Le premier enjeu est donc celui de la construction d'un système vraiment solidaire. Les auto-entrepreneurs, commerçants, artisans sont bien conscients que leur intégration sur 2 ans, régime général, posera tôt ou tard la question de l'harmonisation des cotisations et des prestations. Nous pensons, pour notre part, au groupe CRCE, que la solidarité doit d'abord s'exercer entre les entrepreneurs eux-mêmes. C'est pourquoi notre groupe regrette vivement le refus du gouvernement et de l'ensemble des autres groupes du Sénat de rétablir la contribution sociale de solidarité des entreprises telle qu'elle a existé jusqu'en 2014 et dont le produit a été réduit malheureusement de 2 milliards d'euros depuis. Autant de recettes qui manquent à la sécurité sociale. De plus, nous serons extrêmement vigilants sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme. Les salariés du RSI et des organismes associés attendent des garanties qu'ils n'ont pas obtenues jusque-là. Or, ce sont eux qui ont tenu à bout de bras un système défaillant et qui en attendent une reconnaissance méritée. En aucun cas, les salariés du RSI ne sauraient servir de bouche-trou. Leurs droits à une mobilité géographique, mais aussi fonctionnelle réussie, doivent être reconnus. Quels moyens, messieurs les ministres, allez-vous mobiliser pour réussir cette transition, s'agissant que la carte des sites du RSI ne correspond en aucune façon à celle des centres d'assurance maladie ou de l'URSSAF? Sur quoi vous engagez-vous en termes de compensation financière de formation pour que chaque salarié soit respecté dans ses compétences actuelles et à venir? Pouvez-vous vous engager pour que les moyens de formation que vous dégagerez bénéficient à l'ensemble du personnel et non seulement une cinquantaine de cadres seulement, comme cela s'est passé malheureusement en 2007? Merci, monsieur Jean-Noël Cardou, pour les Républicains. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, en voulant réformer le RSI à la va-vite, sans réelle concertation et contre la volonté de ses administrateurs, des usagers, des syndicats, le gouvernement a cédé à la pression médiatique et à la confusion entre poids des charges et méthode de recouvrement.
Les indépendants qui attendaient de cette réforme une baisse des charges vont être déçus. L'adossement au régime général conduira au pire, à prestations égales, à une augmentation de 30% des charges, au mieux, au statu quo, comme l'affirme le gouvernement. Alors, était-il nécessaire d'inclure dans le PLFSS un article de 30 pages et de plus de 400 alinéas, ne changeant rien sur le plan financier et avec comme seule perspective une amélioration de fonctionnement déjà bien engagée depuis 2 ans, tout en créant 3 interlocuteurs, CARSAT, CPAM et URSSAF, au lieu d'un. Ajoutons à cela la réforme de retraite et de la CIPAV, contestée de toutes parts. Où est la simplification? L'usine à gaz, initiée en 2008, à partir d'un logiciel informatique obsolète et qui était en voie de ralentissement, risque bien d'être réactivée. On peut s'interroger sur la constitutionnalité de ce texte, cavalier législatif peut-être, ou convention de gestion déguisée. Une saisine de la haute juridiction peut être envisagée. Oui, il fallait poursuivre une réforme en profondeur du RSI, mais en prenant le temps de la concertation pour aboutir dans un délai de 2 ans à un projet de loi cohérent et accepté. Le réveil risque d'être douloureux. Nous prenons date. Merci. Monsieur Yves Dedini pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, mes chers collègues. La libération de notre système de protection sociale a été principalement organisée autour des salariés. Non pas certainement que les responsables de l'époque l'aient ainsi voulu limiter, mais vous le savez, de nombreuses professions ont refusé de s'y insérer. Vint donc en 2006 le régime social des indépendants, qui concerne près de 4 millions de bénéficiaires, 2 millions de retraités, que le présent article vise à supprimer. Tous les candidats à la présidentielle appelaient de leur vœu cette suppression. Échec, François Fillon. Machine à détruire de l'emploi, Arnaud Montebourg, pour les uns. Injustice, Jean-Luc Mélenchon. Protection en 2 vitesses, Benoît Hamon pour les autres. Ou encore catastrophe industrielle pour la Cour des comptes, je précise, qui n'était pas candidate à la présidence de la République. La suppression du RSI est réclamée donc d'une seule et même voix. Je ne peux aujourd'hui que souscrire à la décision proposée. Les premiers concernés, les indépendants, rencontrent, en dépit des indéniables améliorations réalisées par le RSI, des difficultés persistantes. Elles sont identifiées: erreurs dans les demandes de cotisation, recouvrement forcé, difficultés liées au système d'information, calcul de cotisation erroné, quelquefois carte vitale non distribuée. Il est par ailleurs intéressant de constater que chaque année, 400 000 nouveaux travailleurs indépendants sont affiliés au RSI, tandis qu'un nombre équivalent est radié et retourne vers le régime général. Les bénéficiaires du RSI évoluent au fur et à mesure du temps et, parallèlement, leurs prestations se sont assimilées par leur nature à celles des salariés. La suppression du RSI, l'adossement au régime général permettront, j'en suis persuadé, de mieux protéger les travailleurs indépendants en préservant notre modèle social, en garantissant les mêmes droits pour tous et en sauvegardant, c'est important, des spécificités qui sont liées à l'exercice de travailleurs indépendants. Néanmoins, des questions demeurent en suspens: l'avenir des personnes employées par le RSI, la substitution de guichets dédiés à un guichet unique, différents interlocuteurs, les CPAM, les CARSAT, les moyens prévus pour améliorer le recouvrement des cotisations. Les débats qui vont suivre devraient apporter des éclaircissements sur ces différents points. Je vous remercie. Merci. Monsieur Stéphane Ravier pour les non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, évidemment, il faut en finir une bonne fois pour toutes avec le RSI qui fait vivre depuis 2006 un véritable cauchemar aux travailleurs indépendants, commerçants, artisans et aux auto-entrepreneurs qui représentent pas moins de 4 600 000 Français, 4 600 000 actifs et 2 millions de retraités. Le RSI, ou comment désarmer moralement, humainement, professionnellement 7 millions de professionnels, comment les dégoûter, les écœurer de travailler, assommés qu'ils sont par des charges exorbitantes, équivalentes à 50% de leurs revenus pour certains entrepreneurs, ou pire encore, par des cotisations supérieures à leur chiffre d'affaires pour certains. Alors que dans le même temps, et dans un silence assourdissant, des centaines de milliers de personnes vivent de l'assistanat,
des aides sociales devenues véritables rentes pour d'innombrables fraudeurs, et que des centaines de milliers d'étrangers, voire de clandestins, vivent au crochet des finances de l'État. Cette situation d'injustice est insupportable. Notre inquiétude est grande de voir de belles ambitions accoucher d'une souris. Certes, cet article supprime le RSI, mais il ne faudrait pas que le RSI soit supplanté par un RSI bis. Car en réalité, il s'agit là d'un manque réel de simplification, alors que c'est le but de votre démarche et c'est l'urgence absolue. Des inquiétudes se font jour, notamment au sujet des problèmes informatiques qui risquent de survenir. Elles portent aussi sur le fonctionnement du nouveau système qui comprendra certes un guichet unique, mais 3 caisses différentes. Un système éclaté, très complexe, très coûteux, avec notamment un recouvrement des cotisations aux URSSAF, alors que leur système informatique, toujours en vigueur, a prouvé ses défaillances. Mais plus qu'une fin du RSI, nous préconisons, quant à nous, d'offrir un véritable choix aux indépendants, de s'affilier à un régime adapté à leur profession avec des taux de cotisation raisonnables. Il faut leur offrir un bouclier social et la faculté de bénéficier dès le 1er janvier 2018 de l'autodéclaration mensuelle ou trimestrielle. Voilà ce qu'attendent les travailleurs indépendants, car tous ne souhaitent pas être contraints de s'affilier à un régime général dont les taux de cotisation spécifiques semblent extrêmement précaires. Attention donc de ne pas nous précipiter. Les conséquences pourraient conduire les travailleurs indépendants à subir une situation plus compliquée et plus dommageable encore. Bien. Monsieur Daniel Chassaing pour les indépendants. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le RSI est né en 2006 et actuellement, il s'agit de la protection sociale des indépendants qui est confiée au régime général. Avec la création d'un conseil de la protection sociale des indépendants chargé de l'action sociale et de piloter le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire propre aux indépendants, avec des instances régionales qui décident de l'attribution des aides et des prestations individuelles en matière d'action sociale et sanitaire accordées aux travailleurs indépendants. C'est le rôle qui existait au sein des caisses RSI locales, conservé par le biais de ce conseil. C'est très important. La désignation de médiateurs par les instances régionales chargées d'accompagner les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. Financement des actions de ces instances régionales avec des dotations annuelles attribuées par les branches maladie, vieillesse complémentaire vieillesse et assurance invalidité décès, montant fixé par arrêté des ministres de la Sécurité sociale et du budget, répartition à chaque instance régionale par le Conseil. Les professions libérales, l'affiliation au régime général ne se traduira pas par une hausse de cotisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme réflexion? Donc, depuis sa création, le RSI a de nombreux dysfonctionnements, notamment d'origine informatique a priori. Se sont produits, par exemple, relevés de cotisations erronées, demande de compléments de cotisation sans explication et non due, rappel de cotisation de périodes anciennes et de nombreuses erreurs qui ont mis en difficulté les indépendants. Autre problématique, à un moment, pas d'interlocuteur unique et avec des plateformes téléphoniques, mais il y a eu des améliorations. Donc si le passage au régime général peut résoudre ces dysfonctionnements, j'y suis favorable, mais je souligne qu'il est primordial de veiller au maintien des taux spécifiques qui étaient appliqués aux indépendants. Je note qu'un conseil de la protection sociale des indépendants est créé. Je me félicite qu'il reprenne le rôle social que les caisses régionales jouaient avec des dotations pour la prise en charge de cotisations pour les indépendants en difficulté. De plus, la version initiale traduisait une hausse des cotisations retraite pour les professions libérales. Un amendement a été adopté il n'y aura pas de hausse. Je souhaite que le personnel du RSI s'intègre bien dans les 2 ans qui viennent au régime général. Il faut conclure, monsieur. Bien, nous allons donc maintenant passer à l'examen d'un amendement, puisque, je vous dis, parce que vous devez l'avoir dans l'alias, mais l'amendement identique 375 rectifié a été retiré juste avant la séance.
Donc il reste le 409 rectifié. Monsieur Durin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La réforme précipitée du régime social des indépendants en 2008, bien que l'une des plus importantes réformes de structure et de simplification pour les usagers de l'histoire de la sécurité sociale, s'est traduite par des dysfonctionnements graves. La Cour des comptes, ça a été rappelé par notre collègue Daudigny, est même allée jusqu'à qualifier son démarrage de véritable catastrophe industrielle. Et ce, à cause des nombreux dysfonctionnements de ce dispositif, notamment un mode de calcul des cotisations illisible, des calculs de cotisations erronés liés à l'incompatibilité des systèmes d'information de l'URSSAF et du RSI, des difficultés rencontrées par les indépendants pour communiquer avec le RSI, une couverture santé jugée insuffisante. Les exemples sont nombreux. Ce constat est partagé par tous. Il a même été au cœur des programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, ça a aussi été rappelé. Compte tenu de l'ampleur des dysfonctionnements qui l'ont caractérisé au cours des 10 dernières années, c'est une bonne chose que les candidats y aient prêté attention. Il importe désormais d'apporter sur le long terme la réponse que beaucoup attendent. Alors, faut-il supprimer le RSI de la sorte ? Nous pensons en effet qu'une réforme d'ampleur du RSI s'impose, mais que l'ampleur d'une telle réforme justifie qu'elle ait lieu dans le cadre d'un projet de loi distinct d'une loi de financement de la sécurité sociale, car nous ne sommes pas en train de discuter d'une variable d'ajustement budgétaire. Nous parlons d'un sujet majeur qui mérite qu'on prenne du temps pour une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, du temps pour garantir l'opérationnalité des décisions à prendre. Ne nous leurrons pas, une telle suppression risque d'entraîner des dysfonctionnements techniques tels que ceux qu'ont connus les affiliés du RSI lors de sa création. Dysfonctionnements souvent liés à une incompatibilité des systèmes d'information et qui justifient aujourd'hui, en partie, la suppression du régime. Donner du temps à la suppression du RSI, c'est prendre les mesures nécessaires et mettre les moyens suffisants pour améliorer les systèmes d'information, notamment s'agissant du recouvrement des cotisations. Pour les assurés, comme pour les personnels des caisses de sécurité sociale, il est indispensable que toutes les garanties soient réunies. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous estimons que cet article 11 est un cavalier législatif. En effet, l'essentiel des dispositions qui figurent dans cet article ne portent pas sur les règles relatives à la maîtrise des dépenses sociales et de santé, qui sont pourtant l'objet des lois de financement de la sécurité sociale, mais sur l'organisation, la gouvernance, la représentation des assurés, les règles d'affiliation, de prestations et de cotisation d'un nouveau système de portée générale. C'est pourquoi cet amendement 409 rectifié demande sa suppression. Merci. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Oui, Monsieur le Président. Sur le fond du dossier, je comprends parfaitement les réserves qui peuvent s'exprimer parce que je les partageais avant d'entamer le travail d'audition, aussi bien avec la Commission que, je dirais, en tant que rapporteur. Je l'ai fait d'ailleurs avec un certain nombre d'entre vous, tous ceux qui ont bien voulu se joindre à ces auditions. J'ai rencontré d'ailleurs une dizaine d'acteurs dans ces auditions, les élus, les personnels du RSI, les représentants des caisses nationales du régime général, et y compris évidemment à des niveaux techniques, les représentants de la mission IGAS, qui était chargé de mettre en œuvre, qui est toujours chargé d'ailleurs de mettre en œuvre ce transfert. Tous sont unanimes, la réforme est enclenchée et ils affirment tous qu'il n'y aura pas de nouvelle catastrophe industrielle. Des garanties, vous imaginez que c'était la question centrale. Pouvez-vous nous garantir qu'il n'y aura pas de nouvelle catastrophe industrielle? C'était droit dans les yeux. La question essentielle, notamment en représentant de l'IGAS, M. Georgi. Des garanties techniques, en particulier informatiques, sont prises pour éviter toute précipitation et sur la durée notamment de la période de transition de 2 ans, nous y reviendrons si nous pouvons discuter les amendements, elle nous est apparue au total pertinente, même si au départ je trouvais qu'elle était trop courte. Elle permet à la fois de sécuriser le transfert des assurés sans pour autant ouvrir une période trop longue qui insécuriserait notamment les personnels. Je peux vous dire que là, c'était tout de suite. Je vous en prie, faites-le tout de suite. Ils souhaitent, on le comprend, assurer leur avenir professionnel
et que cette réforme se fasse rapidement pour qu'ils puissent avoir une affectation au plus proche de chez eux, ce qui leur est garanti. Notre commission a adopté une série d'amendements la semaine dernière qui visent à préciser le dispositif et à permettre au gouvernement de s'expliquer au cours de cette séance, en particulier sur le pilotage de la réforme. Je l'ai dit personnellement à Monsieur le Premier ministre qu'il était impératif qu'il y ait un pilotage de haut niveau, de haut vol, si j'ose dire, pour que ça soit réussi, qu'on ne pouvait pas, je dirais, dans cette affaire, aller vers un échec. Donc j'attends vraiment, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, que vous puissiez lever tous les doutes, vous les avez entendus, tous les doutes possibles sur la période de transition et sur le schéma. Ainsi, pour avoir ce débat qui n'empêchera pas ceux qui n'auront pas été convaincus de voter contre cet article, j'espère qu'ils seront le moins possible. En tous les cas, j'ai mis un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Bien, l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, rapidement, car j'avais déjà fait cet exposé lors de la discussion générale. Certains disent réforme précipitée. D'abord, c'est une réforme qui a été voulue, vous le savez, largement souhaitée par les travailleurs indépendants et les organisations qui les représentent. C'était un engagement du Président de la République pendant la campagne et nous sommes évidemment très vigilants à réussir cette réforme. Nous avons tenu compte de l'expérience du passé et nous nous donnons donc le temps qu'il faut pour réussir cette réforme avec une organisation dédiée. La première étape, vous le savez, c'est une période transitoire de 2 ans qui permet de faire évoluer les organisations de travail, de négocier la transition avec les représentants du personnel, et j'y reviendrai pour répondre plus spécifiquement à M. Vatrin tout à l'heure. Pour la reprise des missions des organismes conventionnés, la bascule se fera dans le courant de l'année 2020, et nous avons donc une période de 2 ans pour aboutir au schéma cible. Pour les systèmes d'information, nous ne mettons pas de date butoir. L'évolution se fera progressivement au fur et à mesure de la maturité des projets. Nous nous donnons également des outils pour réussir cette réforme. Depuis le mois de juillet, il y a donc une mission IGF de préparation et de pilotage de la réforme. Elle a été présidée par Dominique Georgy, que vous avez auditionné. Elle élabore le projet stratégique d'organisation prévu par la loi. Pendant la période de transition, il y aura un pilotage opérationnel par les organismes du régime général avec un comité de surveillance chargé de valider chaque grande étape du changement. Pour les systèmes d'information, nous avons mis en place un groupement d'intérêt économique qui est formé par les différents organismes du régime général pour maintenir et faire évoluer en commun les applicatifs du RSI. Nous avons en parallèle une mission en cours McKinsey-Accenture pour définir le schéma cible et nous avons également un comité de pilotage qui est prévu par la loi qui sera en charge de valider chaque étape avant la bascule. Enfin, concernant les personnels du RSI, vous avez raison, Monsieur Vatrin, ils n'ont pas à faire les frais de ce choix, de cette réforme. Ils ont fait des efforts considérables pour être devant les guichets au moment où le service dysfonctionnait. Donc nous sommes attachés à ce que cette réforme soit conduite de façon exemplaire pour eux. Nous avons pris l'engagement, évidemment, qu'il n'y aura aucun licenciement, aucun déménagement, mobilité géographique, contrainte. Nous avons donc prévu une période de transition de 2 ans pour faire évoluer les organisations de travail et les contrats de travail. Pendant cette période, nous négocierons l'intégration des personnels dans la convention collective du régime général. Le projet de loi prévoit que les négociations seront engagées avant le 31 mars 2018. Il est prévu de négocier d'abord un accord de méthode, puis un accord d'accompagnement sur l'accompagnement au changement, et enfin un accord de transition pour passer des conventions collectives du RSI aux conventions de l'UNCAS.
C'est d'ailleurs l'accord d'accompagnement qui prévoira notamment les formations pour les personnels. Donc une très grande attention, nous avons pris plusieurs fois ces engagements, à la fois devant la représentation nationale, à la fois devant les représentants des salariés du RSI et des organismes conventionnés. Et nous pourrons rendre compte devant cette Assemblée régulièrement de l'évolution de la réforme. Enfin, et pour terminer, pour les indépendants, cette réforme se fera d'une part en flux, avec tous les nouveaux indépendants s'engageant dans une activité en 2019 qui rentreront directement au régime général. Pour tous les autres, la bascule, donc tout le stock, la bascule aura lieu en 2020. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Et nous allons évidemment reprendre cette discussion au cours des amendements. Je suis par contre évidemment défavorable à un amendement de suppression. Bien, merci Madame la Ministre. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur le Président Patria. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre. Le RSI a fait l'unanimité contre lui au cours de ces dernières années, et lors de la campagne électorale, il a été abondamment évoqué comme étant une difficulté majeure pour les indépendants, suscitant non seulement la colère, parfois même le découragement chez ceux-ci. Or, c'est un engagement du Président de la République, c'est la première raison pour laquelle nous allons soutenir l'article 11 et que nous allons nous opposer à ces 3 amendements. On ne peut pas tous, chacun sur nos bancs, avoir décrié le RSI pendant des semaines et des semaines, pour aujourd'hui avoir des hésitations quant à savoir si nous devons le remplacer. Deuxième, cet engagement, il est fait comme un choc de simplification, mais aussi de garantie pour les travailleurs indépendants. Non seulement c'est un engagement du Président, mais c'est une demande rémanente des indépendants qui nous ont tous demandé au cours de ces derniers mois de changer de régime, ou de trouver un régime qui leur permettait d'exercer leur métier dans des conditions de sécurité minimum. Et puis en troisième lieu, je pense que la méthode qui est retenue par le gouvernement, contrairement à ce que j'ai pu entendre aussi là, était une méthode de nature à rassurer à la fois les indépendants pour leur assurer la sécurité, les personnels du RSI légitimement inquiets autour de ce changement, non pas brutal, mais nécessaire de régime, et qui permettra autour de la période de 2 ans, après une période de dialogue social, après une période de concertation, et avec une sécurisation informatique, d'arriver à ce que beaucoup d'indépendants souhaitent aujourd'hui, c'est-à-dire la suppression du RSI et l'adossement au régime général. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'article 11 et nous opposons à cet amendement. Pas d'autres explications de vote. Je consulte notre Assemblée. Je rappelle qu'il y a sur cet amendement un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable aussi du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est rejeté, n'est pas adopté. Et nous allons passer maintenant à une série d'amendements de la Commission. Monsieur le rapporteur, sur le numéro 57. Il y a pour commencer 4 amendements rédactionnels, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas les commenter. Plus un 5e qui est l'amendement 60, si vous me permettez de le présenter tout de suite. C'est un amendement sur l'accueil et l'accompagnement dédié des travailleurs indépendants au sein des organismes du régime général. Nous abordons avec cet amendement le premier point de vigilance que la Commission des affaires sociales a souhaité soulever, l'accueil et l'accompagnement donc dédié des travailleurs indépendants dans les organismes du régime général. Actuellement, le RSI assure une réponse à 2 niveaux. Un premier niveau d'accueil et d'orientation généraliste pour régler les problèmes simples, et puis pour les problèmes plus complexes, un accueil dans les services spécialisés avec prise de rendez-vous. La polyvalence de l'accueil du RSI doit donc être nuancée. Elle ne vaut que pour les questions dites de premier niveau. L'enjeu pour le régime général, c'est d'accueillir les travailleurs indépendants, tenant compte de leurs spécificités qui se manifestent dans 3 domaines. Le recouvrement, bien sûr, l'action sanitaire et sociale et l'assurance vieillesse complémentaire dont l'ingestion va à l'avenir incomber à la CARSAT. La forme que prendra cet accueil est à définir. Et peut-être, Madame la Ministre, pouvez-vous nous en dire plus à ce stade sur l'avancée des travaux
Ce qui me paraît essentiel, c'est de bien conserver une capacité d'accueil dédiée aux travailleurs indépendants au niveau des URSSAF pour le recouvrement et de la CNAV, évidemment, pour l'assurance vieillesse, car cette dernière aura à gérer l'assurance de base et la complémentaire des travailleurs indépendants. Bon, au niveau de l'assurance maladie, il n'y a pas de changement, les prestations étant strictement identiques. Un service d'accueil dédié ne me paraît pas essentiel. L'objet de cet amendement, c'est de préciser que le schéma stratégique d'organisation permettra la mise en place de cet accueil et répondre ainsi à l'inquiétude des travailleurs indépendants. Merci, monsieur le rapporteur général. Pour un problème de méthode, je vais bien sûr d'abord demander au gouvernement son avis sur l'ensemble des amendements précédents que vous avez sautés, puisque ce sont des amendements rédactionnels, pour ouvrir la discussion sur le 60. Le gouvernement, quel est son avis sur les 4 amendements rédactionnels, 58, 575, 576, les 3 amendements? Monsieur Darmanin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, avis favorable du gouvernement sur vos 5 amendements, les 4 rédactionnels et les derniers que vous venez de défendre plus longuement. Je voudrais, en dehors de l'argumentation que vous avez, évoquer ce qu'a dit Madame la Ministre, qui me paraît très important. Et comme vous n'avez pas répondu, ni vous ni Monsieur le Président de la Commission, je ne sais pas si cela est favorable. Je crois qu'avec la ministre de la Santé et des Solidarités, on a bien conscience que le gouvernement a une réforme attendue. Le président Patriat l'a dit, une réforme attendue par l'ensemble des indépendants, indépendamment de la résistance ici ou là de quelques-uns des administrateurs, mais tout le monde a bien compris effectivement qu'il fallait faire évoluer le RSI sans pour autant se précipiter, d'où la période de 2 ans, d'où un certain nombre d'efforts que nous avons faits devant votre commission et devant la commission de l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, parce que c'est un art d'exécution difficile et parce que derrière il y a beaucoup de choses, et notamment un passif très lourd et la protection sociale repose sur le lien de confiance, notamment lorsqu'on paie des cotisations et qu'on attend un retour, notamment vis-à-vis des indépendants. Nous serions très favorables à répondre à votre invitation si vous mettiez en place, par exemple, périodique, une sorte de contrôle du gouvernement et de nous-mêmes, à travers nos administrations. Nous avons l'intention de le faire collectivement avec Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, mais il me paraît tout à fait normal que des yeux extérieurs, et notamment si votre commission souhaite le faire, nous puissions venir une fois par trimestre, une fois par semestre, pour que nous puissions justifier des questions légitimes que les représentants de la nation que vous êtes pouvaient avoir. Je pense que c'est aussi le meilleur, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, le meilleur des arguments que l'on peut vous donner pour le sérieux que nous prenons dans vos interrogations. Ils sont aussi les nôtres. Et la confiance n'excluant pas le contrôle, je crois qu'ainsi votre contrôle sera tout à fait bénéfique pour que nous puissions nous-mêmes montrer que nous sommes dans le sérieux que vous évoquez. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vais demander d'abord s'il y a des explications de vote, puisqu'on va voter amendement par amendement, sur l'amendement numéro 58, rédactionnel 57. Donc, amendement 57, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et même vote 58, même vote 575, même vote 576. Alors on passe au numéro 60. Donnez-le-moi. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y a pas d'explication de vote. Qui est pour? Je rappelle qu'il y a un avis favorable. Bon, c'est un amendement de la commission, avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est adopté. Nous passons au 61, monsieur le rapporteur général. Je dirais rédactionnel aussi, voilà. Le gouvernement dit favorable, pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 525 présenté par monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Cet amendement vise à offrir aux indépendants la possibilité de continuer à bénéficier d'un régime de protection sociale spécifique jusqu'au 31 décembre 2020, soit 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du texte. Ce délai permettra de préparer une alternative pérenne au régime général, de bâtir un nouveau régime social des indépendants
qui leur garantira une couverture de santé et retraite suffisante à des taux de cotisation adaptés. Comme pour la protection sociale des salariés, nous devons aborder la question du financement de la protection sociale des indépendants. La suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés pose la question d'un mécanisme de compensation qui prélèverait sur une partie des dividendes des grandes entreprises une contribution pour les artisans et les commerçants. Les travailleurs indépendants ont une culture propre qu'il faut respecter. Or, les dispositions dans cet article ne tiennent pas compte de leurs spécificités. Se donner du temps pour construire une réforme ambitieuse et plus équilibrée qui conservera la liberté dont ont besoin nos petits commerçants, nos artisans et nos auto-entrepreneurs, tout en renforçant leur protection mise à mal par un modèle économique ultralibéral et hyper mondialisé. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, j'avoue que cet amendement, dans son expression, Monsieur Ravier ne m'a pas rendu plus clair. Si j'ai bien compris, vous souhaitez prolonger d'1 an le RSI du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans l'attente d'un régime dérogatoire au régime général. Notre avis et l'avis de la commission est défavorable. Avis du gouvernement, défavorable à la commission. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous féliciter, Monsieur Ravier, parce que pour la première fois, je vous entends défendre votre amendement sans parler d'immigration, et je trouve que, franchement, rien que pour cela, le gouvernement méritait de répondre. Et je trouve que c'est à cette heure... Non, excusez-moi, j'ai peut-être relevé une obsession, j'en suis désolé, mais en tout cas, pendant 2 minutes, j'ai senti que c'était, même si ce n'était pas extrêmement clair, j'ai au moins senti que c'était à peu près dans le sujet, je vous en remercie. Monsieur le sénateur, ce qui pose surtout comme problème après votre démonstration en propos liminaire, c'est qu'en fait, sous couvert d'une explication qui pourrait apparaître cohérente, vous mettez fin, mais vous l'avez dit vous-même, que c'était pour mettre en perspective vis-à-vis d'un autre projet de société, vous mettez fin au régime des indépendants tel qu'il existe. Alors, je trouve que votre position est d'autant plus dangereuse que quand on est jeune et en bonne santé, votre proposition pourrait être intéressante, mais le régime de protection, il est fait surtout pour ceux qui vieillissent et qui ont des difficultés, ce qui est tout à fait logique, et c'est même le principe de la solidarité de la protection. Et pour à la fois ces 2 raisons, le gouvernement a un avis défavorable, comme le rapporteur général l'a très bien précisé. Par ailleurs, nous n'avons pas toujours compris la vision globale que vous aviez, puisque dans votre introduction, vous promettiez la fin du RSI sans proposer quelque chose de nouveau, si ce n'est comprendre que vous proposez un autre système qui rompt définitivement avec le principe même du régime social des indépendants. Bien, y a-t-il des explications de vote? Non, il n'y en a pas. Donc, avis défavorable de la commission et du gouvernement. Je consulte notre Assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 62 rectifié de la commission. Monsieur le rapporteur général. Alors, c'est un amendement, Monsieur le Président, de précision rédactionnelle qui me donne l'occasion de soulever un nouveau point de vigilance, c'est-à-dire l'avenir de l'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants. C'est l'une des spécificités très fortes du RSI. Elle est dotée d'un fonds de 115 millions d'euros annuels et se structure autour de plusieurs axes. L'aide à la complémentaire santé, l'aide aux cotisants en difficulté, l'aide au maintien à domicile. La mission d'information du Sénat sur le RSI, pilotée par Jean-Noël Cardou et Jean-Pierre Godefroy, avait constaté l'attachement très fort des élus du RSI à ce dispositif. Aussi, Madame la Ministre, ou Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser les garanties offertes par ce texte pour rassurer les travailleurs indépendants quant à l'avenir de leur action sociale et leur capacité à demeurer les pilotes à travers leurs représentants? Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, je vous confirme évidemment que d'une part, les moyens seront maintenus, près de 120 millions d'euros, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur général. Et bien entendu, l'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants leur est spécifique. Elle prend des modalités, notamment des aides au versement de cotisations que l'on ne retrouve pas pour les travailleurs salariés. Donc le projet de loi prévoit très explicitement de confier au Conseil des professions indépendantes et à ses instances régionales la gestion
de l'action sanitaire et sociale. Il s'agit donc bien d'une compétence exercée en propre par le Conseil et nous sommes favorables à votre amendement de rédaction. Bien. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Avis favorable, bien sûr, de la Commission, puisque c'est son amendement. Avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est adopté. Amendement 63, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, ce sont 63 et 577 des amendements de précision rédactionnelle. Bien, l'avis du gouvernement sur ces deux amendements, 63 577. Favorable? Merci, vous pouvez le dire dans le micro. Et je consulte notre Assemblée. Qui est pour ces deux amendements? Qui est contre? Ils sont adoptés. Amendement du gouvernement 588. Madame la ministre, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un amendement rédactionnel qui renvoie à plusieurs articles du Code de la sécurité sociale pour déterminer le cadre juridique du fonctionnement des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et celui du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Ce présent amendement complète l'article que nous vous avons présenté, notamment en ce qui concerne les conditions que tout membre de ces instances doit respecter, en particulier afin de prévenir tous les conflits d'intérêts. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la Commission? Avis favorable. Avis favorable. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est adopté. L'amendement numéro 64, monsieur le rapporteur général. Oui. 4 amendements qui viennent sont des amendements rédactionnels. Enfin, il y a une erreur matérielle sur le 65 qui est signalée. Et puis, pour le reste, c'est effectivement du rédactionnel. Donc, l'avis du gouvernement sur les amendements 64, 65, 578 et 66. Favorable. Avis donc favorable du gouvernement sur proposition de la Commission. Amendement 64, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Même vote pour le 65. Même vote pour le 578. Même vote pour le 66. Nous passons maintenant à deux amendements en discussion commune. 593, le gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, donc cet amendement dit que la suppression du RSI et l'affiliation des travailleurs indépendants de régime général conduit à la suppression des recettes propres de ce régime. Toutefois, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants supportera des dépenses de gestion administrative et continuera d'attribuer des aides et des prestations d'action sociale versées par les organismes du régime général. Le présent amendement précise les modalités de fixation des dotations et leur imputation dans les comptes du régime général qui en assurera le versement. Merci. Oui, monsieur le rapporteur général. Notre amendement est un amendement qui était rédactionnel, qui corrigeait une erreur matérielle, mais qui est reprise en compte par l'amendement du gouvernement. Donc nous le retirons et nous donnons un avis favorable à l'amendement du gouvernement. Donc l'amendement 579 est retiré. Et y a-t-il des explications de vote sur l'amendement 593? Je n'en vois pas. Avis favorable de la Commission, avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Amendement adopté. Nous passons à l'amendement numéro 67, monsieur le rapporteur général. Il est rédactionnel? C'est un amendement rédactionnel. Très bien. Le gouvernement est d'accord. Je consulte notre Assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Amendement adopté. Nous passons à un amendement du gouvernement, 589. Madame la ministre, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président,
C'est un amendement quasi rédactionnel, en tout cas de mise en cohérence de la rédaction, afin d'adapter le texte et donc le fonctionnement du régime des travailleurs indépendants dans leur représentation et de résoudre le problème ponctuel relatif à la désignation des futurs membres de ce Conseil de la protection des travailleurs indépendants, sans changer les objectifs du dispositif. Voilà, l'amendement permet d'assurer une possibilité de renouvellement des mandats individuels en cas de démission, par exemple, des administrateurs. Merci. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Donc, amendement 589. Favorable de la Commission. Je regrette toutefois que, s'agissant des dispositions relatives à la désignation des futures instances du Conseil de protection, nous légiférions à vue sans avoir de vision précise de la composition future de ces instances. Et je pense qu'une proposition de rédaction précisant le seuil minimal d'audience devra être trouvée pour la CMP au risque d'avoir une incompétence négative du législateur. Merci. Donc c'est un avis favorable. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Amendement adopté. Je vois 3 amendements rédactionnels ou erreurs matérielles, monsieur le rapporteur. Ce sont 3 amendements de coordination ou corrigeant des erreurs matérielles. Oui. Pour les 3. L'avis du gouvernement, favorable pour les 3. Y a-t-il des explications de vote sur le 68? Non. Nous passons au vote, donc, avec avis favorable du gouvernement. Qui est pour le 68, qui est contre, qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 69, même vote pour le 70. Nous passons au 526. Monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président. C'est promis, je ne parlerai pas d'immigration. Pour faire plaisir à Monsieur le Ministre, cette fois, ça devrait, sinon lui plaire, en tout cas lui rappeler, je ne sais pas si c'est le bon vieux temps, à moins qu'il fasse preuve d'amnésie sélective, mais on va lui rappeler ce que disait il y a quelque temps celui qui est devenu ministre de l'économie. Bref, cet amendement vise à créer un bouclier social pour les travailleurs indépendants. Il a été question de réduire les cotisations pour les travailleurs salariés, notamment pour ceux dont le revenu est au niveau du SMIC. Parlons maintenant de ces travailleurs indépendants qui sont appelés à cotiser alors qu'ils se retrouvent avec des niveaux de revenus inférieurs au revenu de solidarité active, le RSA, donc la part de ceux dont la trésorerie est la plus fragile. Tenter d'aider ainsi des pépites de savoir-faire qui disparaissent faute de soutien de l'État. Rappelons que cette proposition avait été avancée en son temps par l'ancien député et actuel ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui avait déclaré en septembre 2015, vous voyez, Monsieur le ministre, à quel point mes références sont sérieuses, il faut créer un bouclier social pour que les indépendants ne se retrouvent pas avec un niveau de revenu inférieur au RSA à cause de cotisations excessives. Par ailleurs, ce bouclier agirait comme un plafond au-delà duquel les indépendants ne seraient plus appelés à cotiser davantage et garantirait un revenu préservé pour les entrepreneurs. Il s'agit d'une mesure de bon sens pour aider nos travailleurs indépendants les plus fragiles. Monsieur le maire 1 avait raison. Nul doute qu'avec Monsieur le maire 2, devenu ministre, vous vous accorderez sur cette ligne afin d'envoyer un signal à beaucoup de nos concitoyens qui sont souvent à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Alors, je comprends le besoin de diminuer les cotisations et contributions sociales, mais cet amendement propose une mesure très radicale dont l'impact est difficile à mesurer. À partir de quand une telle exonération sera-t-elle permise, Monsieur Ravier? Quelles conséquences pour l'équilibre financier du régime? Elles auront de plus avec le principe de lien entre la cotisation et la prestation. Actuellement, 30% des travailleurs indépendants sont déjà assujettis au paiement de la cotisation minimale. Depuis la loi de finances de la sécurité sociale de 2013, un mécanisme de dégressivité a été introduit lorsque le revenu du travailleur indépendant est négatif ou nul. La cotisation ne s'élève plus qu'à 30% de la cotisation minimale. Donc il est difficile, à mon sens, d'aller plus loin, et c'est un avis défavorable. Bien. Y a-t-il des explications de vote sur cet amendement 526? J'en vois pas.
Avis donc défavorable de la commission. Et j'ai oublié l'avis du gouvernement, défavorable aussi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement n'est pas adopté. Alors, un amendement 71, monsieur le rapporteur général. Alors, les 7 amendements qui viennent sont des amendements rédactionnels, Monsieur le Président. Qu'en pense le gouvernement? Favorable. Donc, nous allons passer... il y a des explications de vote sur ces amendements? Je n'en vois pas. Donc, amendement 71 avec avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 580. Même vote pour le 72. Même vote pour le 73. Même vote pour le 74. Même vote pour le 75. Même vote. Même vote pour le 76. Eh bien, nous passons maintenant à 2 amendements en discussion commune. Le 216 rectifié. Monsieur Durin a la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Regroupant plus de 350 professions libérales différentes, la CIPAV gère près de 600 000 actifs cotisants, dont 320 000 exercent sous le statut de micro-entrepreneur et versent les retraites de 100 000 affiliés. Les alinéas 209 à 218 de l'article 11 transfèrent au régime général environ 500 000 professionnels libéraux actuellement affiliés à la CIPAV, soit 90% de ses ressortissants. Madame la Ministre, la CIPAV a fait ses comptes. Ce transfert va conduire à une augmentation de 50% des cotisations au titre du régime de retraite. Certes, des dispositions ont été adoptées par l'Assemblée nationale visant à réduire durablement le taux de cotisation au titre du régime complémentaire. Mais je viens de le dire, elles ne concernent que le régime complémentaire et non le régime de base et n'entrent pas dans le champ d'application d'une loi de financement de la sécurité sociale. En outre, ce taux réduit de cotisation, dérogatoire au droit commun, n'a fait l'objet d'aucun avis du régime complémentaire des indépendants et conduira à une réduction proportionnelle des droits à retraite complémentaires des professionnels libéraux qui demanderont à en bénéficier. Ce transfert présente enfin des risques importants. Des risques juridiques. Nous pensons en effet que cette mesure ne tire pas toutes les conséquences de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui prévoyait déjà un transfert d'un certain nombre d'affiliés de la CIPAV, mais à l'époque vers le RSI. Des risques en termes de gestion. Cette opération de transfert s'effectue au moment où, parallèlement, les conditions dans lesquelles le régime général doit assurer l'adossement du RSI ne sont pas encore finalisées. Des risques financiers. L'opération de transfert porte sur des enjeux financiers importants, de l'ordre de plus de 10 milliards d'euros. Pour autant, le texte est muet sur les conditions dans lesquelles vont être transférés les engagements de retraite des professions qui sont appelées à rejoindre le régime général. Des risques sociaux, enfin. Le passage d'une caisse de 600 000 affiliés à 60 000 suscite, vous l'imaginez, l'inquiétude des 330 salariés de la CIPAV quant au maintien de leur emploi. Cet amendement propose donc la suppression des alinéas 209 à 218 et en conséquence des mesures d'application de ces alinéas qui figurent de l'alinéa 286 à l'alinéa 397 afin d'obtenir la suspension de la mesure aux fins d'un examen plus approfondi des contours, du contenu et du calendrier de la protection sociale des professions libérales. Madame la Ministre, ce système marche, il n'y a donc pas d'urgence. Il y a par contre un véritable risque à mettre à mal l'équilibre financier de ce régime qui fonctionne, je vous le rappelle, par répartition. Merci, Monsieur Durin. L'avis de la commission. Ah oui, attendez, c'est en discussion commune avec le 77. À vous, Monsieur le rapporteur général. Oui, Monsieur le Président, le 77 est un amendement rédactionnel. Le 581, si vous me permettez de le présenter aussi, c'est un amendement qui permet à la profession de maître d'œuvre de demeurer dans le périmètre de la CIPAV. L'amendement 582 concerne la profession de traducteur-interprète et qui permettrait donc, s'il était adopté, de demeurer dans le périmètre aussi de la CIPAV. Et le 586 est un amendement rédactionnel. Merci. L'avis du gouvernement ? Qui a été déposé par oui, allez-y sur le Durin. 77. Alors, notre commission a adopté par 2 fois le
principe d'une limitation du périmètre d'activité de la CIPAV, et notamment dans la loi de finances pour la sécurité sociale de 2017 et lors de la discussion de ce PLFSS la semaine dernière. Les dispositions présentées cette année permettent de répondre à la censure du Conseil constitutionnel de l'an dernier en fixant dans la loi les professions qui demeureront affiliées à la CIPAV. Certes, c'est un dossier très sensible. La Caisse a été à 2 reprises sévèrement critiquée par la Cour des comptes, malgré un début d'amélioration de la qualité du service. La mission conduite par Philippe Georges a reconnu la difficulté à proposer une définition simple des professions libérales non réglementées. Le cantonnement du périmètre de la CIPAV devrait permettre de simplifier l'affiliation de certaines professions pour lesquelles la limite est floue entre activité libérale et activité commerçante. Exemple, les prestations de services en informatique. La disposition prise dans ce PLFSS n'est sans doute pas parfaite, mais elle participe d'un mouvement de simplification de la protection sociale des indépendants qui avait été engagé par le précédent gouvernement et défendu par Marisol Touraine. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable de la part de notre commission. Avis du gouvernement sur l'amendement 216 rectifié et sur les autres? On va dire pour les mêmes raisons défavorables. Alors sur les amendements présentés par le rapporteur 77, 581, 582, 586. Alors, favorable au 77, au 581, défavorable au 582 et favorable au 586. Vous avez présenté aussi le 78, favorable. Pardon. Non, le 78 n'est pas dans la discussion commune, donc on va y venir après. Donc, je demande s'il y a des explications de vote sur l'amendement 216 rectifié. Non, il est défendu. Donc, avis défavorable de la commission et avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement n'est pas adopté. Ensuite, l'amendement 77 de la commission, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 581? Même vote. Et pour le 582, c'est un amendement de la commission qui a été présenté avec un avis défavorable du gouvernement. Est-ce qu'il y a une explication de vote? Il n'y a pas d'explication de vote, donc qui est pour? Monsieur le rapporteur général. Je vais demander à Madame la ministre de me préciser pour la raison pour laquelle les traducteurs-interprètes ne peuvent pas être dans le périmètre de la CIPAV. Si vous pouvez me la donner. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, oui. La détermination de la liste des professions ayant vocation à demeurer à la CIPAV avait été réalisée, vous l'avez dit tout à l'heure, à la suite d'une mission de concertation notamment menée par Monsieur Philippe Georges avec toutes les professions. Votre amendement qui maintiendrait les traducteurs-interprètes dans le champ de la CIPAV est compliqué parce que les modalités d'exercice de ces professions ne font pas l'objet de règles clairement définies. Il ne permettrait pas de résoudre les difficultés concrètes rencontrées par ces affiliés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement donne un avis défavorable. Y a-t-il des explications de vote? Il n'y en a pas. Donc, avis, amendement de la commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article amendement 586, où il y a eu un avis défavorable du gouvernement. Y a-t-il des explications de vote? Non. Ah. Avis favorable du gouvernement, amendement de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons maintenant à la discussion de l'amendement 78, qui est un amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur. Défendu. Le gouvernement, sur l'amendement 78, avis du gouvernement. Favorable.
Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Avis favorable donc du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Maintenant, nous passons à la discussion de l'amendement 569 rectifié. Monsieur Grémier, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, selon les règles interrégimes actuellement en vigueur, lorsqu'un assuré débute une nouvelle activité professionnelle nécessitant un changement d'affiliation à la sécurité sociale, il peut percevoir des droits aux prestations espèces maladie maternité dans le nouveau régime qui sont calculés sur la base des périodes d'affiliation de son précédent régime. Ces prestations sont alors servies par le nouveau régime. La nouvelle rédaction de l'article L. 172.2 résultant du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un assuré débute une activité ayant pour conséquence d'affilier dans un régime au sein duquel les conditions d'ouverture des droits pour le service des prestations en espèces ne sont pas remplies, il demeure rattaché pendant 1 an à son précédent régime auprès duquel il peut bénéficier des prestations en espèces. En l'état, cette nouvelle disposition pourrait entraîner des difficultés de gestion pour les régimes et avoir des conséquences sur les indemnisations des assurés. Donc, c'est dans cette perspective de la réforme du régime social des indépendants et RSI que le présent amendement vise à réintroduire les règles actuelles de coordination interrégime, lesquelles ont prouvé leur efficacité et sont plus adaptées afin qu'elles continuent à s'appliquer. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la commission? Alors, Monsieur le Président, le droit actuel en matière de mutation interrégime désavantage les assurés qui reprennent une activité professionnelle, les obligeant à changer de régime. Ils peuvent ainsi perdre leurs droits pour des indemnités journalières notamment. L'article 11 propose de modifier cette injustice en prévoyant un maintien de droit pendant 1 an de prestations d'indemnités journalières dans le précédent régime à tout assuré changeant de régime. Donc la modification de cette règle entraîne un besoin de coordination entre ces régimes. Le présent amendement s'inscrit donc dans le sens contraire de l'amélioration qui nous semble portée par ce texte. Madame la ministre pourra sans doute nous éclairer davantage sur les limites de cet amendement pour lequel la Commission a décidé de suivre l'avis du gouvernement. Madame la ministre ou monsieur le ministre? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter à l'argument du rapporteur général. Je crois, Monsieur le Sénateur, que, à moins que ce soit souhaité, mais je ne l'ai pas entendu dans votre exposé des motifs, vous allez, si la majorité suit votre proposition, dégrader ce que nous souhaitons évidemment pas, et j'imagine que vous non plus, le régime pour les indépendants. Parce que, comme l'explique très bien Monsieur le rapporteur général, lorsqu'il y avait un changement, beaucoup de ces affiliés ne réclamaient pas ces droits et donc avaient des difficultés ensuite à les récupérer. Donc votre amendement vient contrarier la règle de coordination interrégime que nous avons proposée. Je crois que la nouvelle règle, qui sera simple et efficace, ne soulève pas de difficultés de mise en œuvre aujourd'hui pour les caisses et donnera justement une facilité à ceux qui font un changement et automatiquement leur permettra d'être suivis, contrairement à ce que vous proposez. Il me semblerait, sauf si votre avis est évidemment contraire à l'esprit que je viens d'évoquer, que vous pourriez retirer utilement votre amendement. Favorable. Monsieur Grémier. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, ayant les explications à la fois du rapporteur général et de Monsieur le Ministre, il est évident que le but de l'amendement n'est pas de dégrader. Dès lors qu'il y a ces certitudes, et vous venez de les apporter, je retire effectivement cet amendement. Donc l'amendement est retiré. Nous passons à l'amendement 79. Monsieur le rapporteur général. 4 amendements rédactionnels, Monsieur le Président. Donc, avis du gouvernement sur ces 4 amendements, c'est-à-dire 79, 80, 81 et 82. Avis favorable du gouvernement. Y a-t-il des explications de vote sur le 79? Non, je consulte notre Assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 80. Même vote. Même vote pour le 81. Même vote. Même vote pour le 82. Même vote. Nous passons à l'amendement, à 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Monsieur Gilles est là. Il n'est pas soutenu, il tombe. L'amendement 83, monsieur le rapporteur général. Trois amendements rédactionnels, monsieur le président. Oui, bon, on va commencer par le 83. Le gouvernement, son avis sur le 83? Favorable. Je consulte notre assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et donc, il y a le 84, 85, qui sont des amendements d'erreurs matérielles, corrigeant des erreurs matérielles, défendus par la Commission. L'avis du gouvernement sur ces deux amendements, 84 et 85? Favorable. Je consulte notre assemblée. Qui est pour le 84? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 85. Même vote pour le 85. Donc nous passons à l'amendement 590 rectifié du gouvernement. Monsieur le ministre. Oui, c'est un amendement quasiment de précision, Monsieur le Président. Cet amendement supprime dans le texte que nous vous proposons des modifications apportées à tort aux compositions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocation familiale d'outre-mer. En effet, il a été décidé en conséquence de l'adossement du RSI au régime général que nous avons vu tout à l'heure de faire entrer dans les conseils et les conseils d'administration des caisses locales un représentant désigné par les instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Mais en revanche, la composition des conseils et conseils d'administration de ces organismes n'est pas directement impactée par la réforme en cours, la rédaction actuelle étant conservée. Cela conduit logiquement à adopter la même solution pour les caisses d'outre-mer. Il est donc quasiment de précision. Bien, l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président. Favorable. Y a-t-il des explications de vote sur cet amendement? Je n'en vois pas. Je vous consulte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 86, monsieur le rapporteur général. Correction d'une erreur matérielle, monsieur le Président. Bien, l'avis du gouvernement sur l'amendement 86, favorable. Je ne veux pas d'explication de vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à un amendement du gouvernement 594. Monsieur le ministre. Il s'agit d'un amendement qui prévoit de toiletter les dispositions de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale relative aux transferts financiers entre régimes découlant des transferts de population organisés entre la CIPAV et le RSI. Bien, l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Avis favorable. Avis favorable. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Qui est pour cet amendement 594? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un amendement de la Commission, correction d'une erreur matérielle, amendement 88, amendement 89. 88, c'est une erreur matérielle. 89 aussi, et une précision rédactionnelle pour le 583. Bien, l'avis du gouvernement sur ces trois amendements, favorable. Donc, pas d'explication de vote. L'amendement 88, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 89. Même vote pour le 583. Même vote. Nous passons à l'amendement 90 de monsieur le rapporteur général. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement vise à renforcer le pilotage politique de la réforme par l'intermédiaire du comité de surveillance. Il permet tout d'abord d'instituer ce comité auprès des ministres de la Sécurité sociale et du Budget pour que ces derniers supervisent directement le pilotage de la réforme. Nous avons, on l'a dit tout à l'heure, une obligation de réussite. Et en tant que ministre, vous en êtes directement responsable. Les éventuels différends entre les caisses nationales du régime général doivent pouvoir être tranchés par les ministres sans laisser la situation se dégrader, comme cela a été malheureusement le cas en 2008 lors de la création de l'ISU et de la méfiance mutuelle entre le RSI et les URSSAF. S'agissant du pilotage du système d'information pour lequel le comité de surveillance validera chaque étape de mise en production, la création d'un GIE, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame la Ministre,
la date de son extinction serait postérieure à celle de la fin de la période de transition, de façon à garantir que l'actuel système d'information du RSI ne sera débranché que lorsque le nouveau système sera parfaitement opérationnel. Vous pouvez nous le confirmer, je l'imagine. Par ailleurs, le directeur de l'ACOSS a indiqué lors de son audition que des moyens supplémentaires d'investissement seraient déployés dans le cadre de la COGE actuelle des URSSAF. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous en dire plus sur cette question fondamentale du système d'information? On le sait, l'insuffisance du logiciel SNV2 avait été pointée pour expliquer l'échec de l'ISU. Le SNV2 n'était toutefois pas le seul responsable. La mauvaise qualité des bases de données du RSI au moment de son transfert aux URSSAF a eu aussi des conséquences. Le travail de reprise de ces bases de données depuis 10 ans permet d'être certes plus confiant dans le fonctionnement futur du système d'information des URSSAF. Pouvez-vous nous le confirmer? Enfin, cet amendement permet au comité de surveillance de saisir l'IGF ou l'IGAS par l'intermédiaire des ministres pour disposer d'informations indépendantes des caisses nationales sur la mise en œuvre de la réforme, ce que nous ne manquerons pas évidemment de faire avec le Sénat et particulièrement notre commission. Donc voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'essentiel de cet amendement. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, vous appelez notre attention sur le système d'information. Bien entendu, ils ont été identifiés comme un point d'attention majeur par la mission d'accompagnement IGAS-IGF que nous avions mise en place en juillet. L'objectif est bien entendu de sécuriser le fonctionnement des systèmes d'information et de ne les faire évoluer que progressivement au fur et à mesure où la bascule sur de nouveaux outils sera possible et validée. À cette fin, c'est ce que je disais tout à l'heure, les branches du régime général sont en train de constituer un groupement d'intérêt économique, un GIE, dont l'objectif sera d'assurer la maintenance des systèmes d'information du RSI tant que les évolutions nécessaires des applicatifs du régime général n'auront pas été réalisées. Une mission d'audit appuyée par le SGMAP est en cours pour identifier le schéma informatique cible à moyen terme. Les évolutions les plus importantes concernent la branche maladie, c'est pourquoi le transfert des organismes conventionnés vers les CEPAM ne se fera qu'en 2020. Sur la question du recouvrement et de l'ACOSS, le système SNV2 dont vous parlez, il n'est pas prévu de faire évoluer à court terme le système d'information de l'ACOSS. L'organisation du recouvrement s'étant améliorée et stabilisée au cours des dernières années avec une organisation spécifique. Elle sera pérennisée et renforcée par la réforme. Donc, par ailleurs, nous sommes favorables à votre amendement. Merci. Donc, y a-t-il des explications de vote sur cet amendement? Je n'en vois pas, donc c'est un amendement de la commission avec avis favorable du gouvernement. Je vous consulte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Il y a un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le rapporteur général, le 584. Oui, tout à fait ça, monsieur le Président. Très bien. Le gouvernement, son avis? Il est favorable. Je vous consulte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un amendement du gouvernement, le 592, Madame la Ministre. Monsieur le Président, le présent amendement vise à simplifier le dispositif juridique lié à l'accomplissement des missions au bénéfice des travailleurs indépendants et à faciliter l'exercice des responsabilités confiées aux caisses déléguées sans qu'il soit nécessaire de devoir recourir à une multiplication de délégations entre l'ensemble des organismes qui serait source d'insécurité juridique. De la commission, monsieur le rapporteur général? Favorable, monsieur le Président. Favorable. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas, donc je consulte notre Assemblée. C'est un amendement du gouvernement avec avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à la discussion de deux amendements en discussion commune. Le 174 rectifié bis, qui le défend? Monsieur Mouillet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Alors cet amendement qui concerne la représentativité dans les futures instances dans la période de transition. En attendant que la mesure d'audience
en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents aux organisations candidates à la désignation des membres des instances nationales et régionales puisse être établi en application de l'article L. 612-6, il convient de prévoir des mesures transitoires. Celle-ci, retenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, risque de conduire à ce que de trop nombreuses organisations puissent siéger au sein de l'Assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants pendant la période transitoire. Or, il s'agit précisément d'une période de refondation qui nécessite que les membres désignés aient une très bonne maîtrise du sujet, étant donné la complexité de cette opération. C'est la raison pour laquelle, sans nécessairement aller jusqu'à demander la prolongation des mandataires actuels, il est nécessaire de prévoir des modalités de désignation assurant une bonne maîtrise des thèmes qui seront abordés par les membres de ces instances. Tel est l'objet de ce présent amendement. Merci. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Oui, attendez, excusez-moi, monsieur le rapporteur général. Vous présentez en discussion commune votre amendement. C'est un amendement rédactionnel, le 91, monsieur le Président. Donc je donne l'avis sur l'amendement de monsieur Mouillet. J'ai pointé dans le rapport la très grande complexité des dispositions relatives à la désignation des instances du Conseil de protection des travailleurs indépendants pendant la période transitoire, qui, combinées avec les nouvelles règles de désignation fixées dans le Code, sont difficilement intelligibles. De plus, nous n'avons pas à ce stade de vision claire sur la projection des rapports de force dans les futures instances du CPSTI. Dans le champ des négociations nationales et interprofessionnelles, la fixation du seuil minimal d'audience, 8% des entreprises adhérentes à des organisations représentatives ou 8% des salariés de ces mêmes entreprises dans le Code du travail avait fait l'objet de concertations avec les partenaires sociaux. Je le rappelle, pour les travailleurs indépendants, une consultation spécifique sur la question de la représentativité n'a pas eu lieu. Dès lors, en renvoyant à un décret de fixation des règles de la mesure de l'audience, d'une part, et de la répartition des sièges dans ces instances, nous légiférons, vous l'avouez, Madame la Ministre, un peu à vue, sans compter sur le risque d'incompétence négative. La proposition de nos collègues renvoie aux mêmes difficultés en termes d'impact de la réforme, même si elle pose de bonnes questions, Monsieur Mouillet. Je demande donc l'avis du Gouvernement, tout en étant plus sur un avis défavorable pour ne pas perturber l'économie générale du dispositif qui me paraît toutefois insuffisant. Madame la ministre, votre avis sur le 174 rectifié bis et sur le 91 rédactionnel. Oui, Monsieur le Président, nous sommes interpellés sur les mécanismes de désignation des futurs membres du Conseil de la protection sociale des indépendants. Il est prévu de reprendre de manière quasi exacte les mécanismes qui existent en droit du travail pour la mesure de la représentativité des entreprises. Ces mécanismes sont par ailleurs proches de ceux utilisés pour établir la représentativité des organisations qui participent aux négociations des conventions des diverses professions médicales. La loi prévoit bien qu'il y aura un seuil minimal d'effectifs pour établir la représentativité. Compte tenu du partage habituel entre loi et règlement en matière de sécurité sociale, la valeur de ce seuil sera fixée par décret. Le gouvernement envisage bien de reprendre un seuil de 8% qui sera exprimé de manière similaire à celle retenue en droit du travail pour établir la représentativité des organisations d'employeurs. Pour le reste, le décret reprendra les dispositions déjà existantes en matière de droit du travail afin de préciser notamment comment est traitée la situation des fédérations qui regroupent plusieurs organisations de base, les modalités de dépôt des dossiers, les justificatifs à produire, notamment dans quel cas sont requis des attestations de commissaires aux comptes, l'organisation des contrôles par l'administration des éléments déclarés. Donc voilà l'organisation proposée. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à l'amendement 174 rectificatif de Monsieur le sénateur Mouillet, nous l'avons dit, les conditions de désignation des représentants des travailleurs indépendants sont en cours d'élaboration. Ils ont fait l'objet de très nombreux échanges avec les différentes organisations. Le projet de loi prévoit que les membres du Conseil de la protection sociale des indépendants et de ses instances régionales soient désignés
sur la base d'une mesure de l'audience prenant en compte le nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a simplifié l'organisation de cette mesure d'audience qui aura lieu courant 2018. Ce mode de désignation garantira la bonne représentativité des membres du Conseil et de ses instances, ce qui est essentiel, et permettra une prise en compte adéquate au sein des instances de gouvernance des organismes de sécurité sociale des spécificités des travailleurs indépendants. Il ne nous paraît donc pas justifié de remplacer cette proposition par un autre mode d'organisation qui nous semble plus coûteux et plus complexe. Donc nous sommes plutôt défavorables à cet amendement. Alors, Monsieur Mouillet, vous faites une explication de vote ? Non, Monsieur le Président, je vais retirer l'amendement. Simplement, nous avons bien compris dans votre présentation l'organisation telle qu'elle sera mise en place dans le courant de l'année. La vraie question, c'est la période transitoire. Puisque dans cette période transitoire, des décisions vont être prises et pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de... la complexité du système fait qu'on a une période dans laquelle nous n'aurions pas de représentants désignés. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de l'amendement, c'est les quelques mois, même si je pense que l'optimisme certain fait que je crains que les quelques mois durent un peu plus longtemps. Mais en tous les cas, la vraie difficulté, c'est cette période transitoire. Votre explication sur le reste est très claire, ça a été approuvé et validé. Et d'ailleurs, les organisations sont plutôt rassurées sur vos propos, mais il reste quand même un point qui n'est pas élucidé aujourd'hui dans la période transitoire, dans lequel vous allez peut-être même manquer d'interlocuteurs représentatifs pour pouvoir avancer sur les dossiers. Voilà, donc je vais bien retirer mon amendement, mais le sujet n'est pas réglé. Voilà. Donc l'amendement est retiré. Et Madame la Ministre, vous n'avez pas donné votre avis sur le 91. Favorable. Favorable. Donc je le soumets au vote. Qui est pour le 91 ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons au 92, c'est une précision rédactionnelle. 93, 94. D'ordre rédactionnel. D'accord. Sur ces trois amendements, l'avis du gouvernement? Favorable. Favorable. Nous passons au vote sur l'amendement numéro 92. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour le 93, même vote. Même vote pour le 94, même vote. Et nous passons à l'amendement 217, Monsieur Durin. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, il s'agit du terme circonscription qui est utilisé à l'alinéa 372, à la dernière phrase. Cet alinéa concerne la mobilité géographique des salariés et il nous semble que le terme circonscription ne renvoie à aucune notion pertinente en la matière et qu'il vaudrait mieux le remplacer par la formule zone d'emploi au sens de l'INSEE. L'avis de la Commission sur cet amendement? La Commission a examiné effectivement cet amendement et se rangera à l'avis du gouvernement. Eh bien, on va avoir l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, le terme de circonscription utilisé dans l'article renvoie au périmètre géographique de compétence des organismes du régime général auxquels vont être transférées les missions du RSI. La disposition figurant dans le projet de loi vise bien à garantir aux salariés du RSI qu'ils seront affectés dans l'organisme le plus proche de leur lieu de travail. L'écriture actuelle du texte répond donc à la préoccupation que vous exprimez et que nous partageons. Donc notre avis est défavorable. Peut-être c'est un retrait que vous demandez. Vous avez raison, Monsieur le Président. Retrait, sinon défavorable. Bien. Je consulte Monsieur Durin, il retire, donc nous passons à l'amendement 585. Monsieur le rapporteur général. Amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre. Favorable. Favorable, je consulte notre Assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Bien, nous allons passer au vote de l'ensemble de l'article. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission des affaires sociales, donc sur l'article 11. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 21 sur l'article 11. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,
Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 177, pour l'adoption 175, contre 2. Le Sénat a adopté. Voilà pour la suppression progressive du régime social des indépendants, un sujet qui a donc été adopté très largement par les sénateurs. Mais vous l'avez vu, il y a eu un débat au sein même de la droite sur ce sujet. Si au départ, la Commission avait des réserves quant à la suppression du RSI, elle s'est laissée convaincre après de nombreuses auditions et finalement, elle a préféré simplement encadrer cette suppression. Mais vous l'avez entendu, il y a également eu un véritable opposant en la personne de Jean-Noël Cardou, le sénateur du Loiret, qui regrette que cette suppression du régime social des indépendants ne s'accompagne pas de baisse de charges pour les travailleurs libéraux. Et d'ailleurs, Jean-Noël Cardou a estimé que l'on pouvait voir dans cette suppression du RSI un véritable cavalier législatif et qu'une saisine du Conseil constitutionnel était possible. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.